Salut les Wargamers, c'est Eevee de French Review, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui je suis accompagné de Père Castor pour la lecture et l'analyse, la découverte des agents de l'Imperium. Game Workshop nous délègue d'un codex en plein mois d'août. Habituellement sur ce genre de supplément, là c'est un vrai codex, je suis plutôt critique, tu sens que c'est plutôt pour vendre des livres et ainsi de suite, et finalement la plupart des gens vont juste avoir besoin des règles d'un assassin, au pire des 4, mais pas tellement plus. Là moi je tenais quand même vraiment à souligner le boulot qu'il y a eu sur ce livre. Déjà au niveau des visuels, alors c'est pas très moderne et flatteur, on est vraiment sur la patte des années 90-2000, ultra gothique, mais c'est très bien fait. Le lore est aussi très présent, vous avez des textes qui vont vous dresser les poils et qui vont vous donner envie de vous intéresser à certaines unités pour aller chercher des alliés, et ça c'est vraiment cool. Toi, t'es plus là pour parler de la méta et des incidences que vont avoir ces différents profils dans les armées de l'Imperium, mais qu'est-ce que t'en as pensé? Non, moi je suis avant tout un joueur fluff. Et du coup j'ai été très sensible à un livre qui nous permet d'aller constituer des armées selon les méthodes de réquisition des inquisiteurs. Les inquisiteurs qui, comme vous le savez, partent en croisade ou contre les Xénos, ou contre les pourritures démoniaques, ou contre les pourritures hérétiques Astartes. D'ailleurs aussi les pourritures Sardiens, j'ai oublié de dire pourriture, donc pourriture Xénos. Et ça c'est vraiment chouette parce qu'on a un codex qui nous dit voilà comment les inquisiteurs recrutent dans les GK, les Sista, les SM, et voilà aussi comment ils organisent leurs combats et quels sont leurs modes d'entraînement pour l'Ordo Malleus, l'Ordo Hereticus et l'Ordo Xenos. C'est vraiment hyper stylé. On vous mettra pour illustrer tout ça des extraits du livre avec des visuels de malades autour des assassins, des nouvelles figurines aussi. Certes, il y a eu la refonte critiquable de Côté Az, le fait est que le bouquin c'est une vraie réussite. Tu parlais tout à l'heure des différents chapitres. Purger les Xénos. Je précise aussi que ça n'est pas une vidéo d'incitation à la haine, on va se mettre en position où nous sommes partis de l'Imperium, un univers qui n'existe pas, d'accord? Donc on a le droit de dire ce qu'on veut. Oui, ok, c'est de l'acting qu'on va voir ici, pas d'incitation à la haine. C'est pas la faute des inquisiteurs s'ils sont Xénos. On est d'accord, on est d'accord. Le fait est quand même, donc, tout ce qui n'a pas été conçu à l'image de l'humanité est impur, car seule cette forme est susceptible de plaire à l'empereur Dieu. Ça c'est pour justement le chapitre, c'est l'intro de Purger les Xénos. Ensuite pour la partie qui vise alors, les sœurs de bataille ou le fait de brûler les hérétiques, ceux qui sont contre nous quelque part. On va voir. Ils ne croient pas comme nous. Brûler les impies. L'empereur Dieu, dans son infamie sagesse, a offert à son peuple le credo impérial afin qu'il vive par sa loi. Et là, on vous met les textes, les gars, vous allez voir, c'est oufissime. À chaque fois, ça donne envie d'aller chercher une petite unité, aussi bien pour se faire plaisir en termes d'achat, de peinture et de les intégrer dans ses troupes et de s'identifier à ce qui est écrit dans le bouquin, quoi. Ou encore, bannissez les démons, et si les démons se manifestent et parviennent à briser le bouclier de votre ignorance et l'armure de votre mépris, alors comptez sur la vertu de votre âme et le zèle de vos actes, car ce n'est qu'ainsi que vous pourrez résister aux démons et le vaincre grâce et à la colère de l'empereur Dieu. Moi je souscris direct mon gars. J'ai la carte du parti. Tu contractes. Tu contractes. Tu contractes. 110%. Voilà. Donc purger les Xénos, en même temps bannissez les démons, en même temps niquer les hérétiques. En même temps. Franchement, non mais plus sérieusement, vraiment j'insiste, toutes les personnes qui ont envie de se faire plaisir avec un livre, bon, qui va être aux alentours des 40 balles, mais à chaque page que vous allez lire, vous allez vous identifier à l'Imperium, et c'est pour ça qu'on aime cet univers, et juste pour ça, je tenais à saluer le travail qu'a fait Game Workshop. Avant de découvrir ensemble les règles, on a fait une petite parenthèse lore, ça nous a permis aussi de vous montrer des visuels, parce que franchement c'est très sympa. Toi vraiment qui va avoir le regard un petit peu plus méta, est-ce que ça s'adresse qu'aux peintres ou aux rêveurs, ou il y a quand même des choses à faire? Non, il y en a vraiment pour tous les goûts, parce qu'on a les assassins qui sont refondus, et on va voir qu'ils sont assez intéressants, donc ça va intéresser les joueurs très compétitifs. On va avoir tout un tas de règles nouvelles que certains codex ne peuvent pas avoir, comme la règle objectif rémanent, ou des règles de frappe en profondeur que certains codex de l'Imperium n'ont pas. Et donc on va voir que ça va pouvoir enrichir les méta des codex Imperium. Alors oui, ça s'adresse encore une fois à des joueurs Imperium, mais on vous emmerde. On a fait le disclaimer, on peut. On peut. Et franchement, c'est vraiment chouette. Donc il y en a pour ceux qui veulent vraiment constituer leur armée suivant le lore de Warhammer, et c'est quelque chose qu'on leur avait reproché dans le codex Space Marine. On leur avait dit où sont les chapitres? Et ben là quand même, c'est quand même fait autrement. Pour illustrer un petit peu ce qu'il dit, vous allez voir que dans cette armée, ou en tout cas dans les ressources qui vous sont proposées, vous allez avoir deux façons de jouer. Soit vous êtes un joueur Imperium, vous avez votre propre faction et vous allez pouvoir recruter des agents de l'Imperium, les réquisitionner à partir du moment où vous allez avoir un inquisiteur. Vous allez aller pouvoir taper dans certaines unités sœurs de bataille, chevaliers gris et Deathwatch, ainsi que les assassins, mais là on parle plus d'agents Imperium génériques. Ou alors vous allez faire une armée intégralement d'agents de l'Imperium, et là vous allez même pouvoir taper dans 4 détachements et avoir des règles ainsi que des stratagèmes qui y sont liés.
Ça va se traduire, on va découvrir ensemble les règles d'armée, donc avec agents assignés, deux façons de jouer. Soit vous jouez uniquement des unités présentes dans ce livre, auquel cas vous allez même pouvoir utiliser leur propre détachement, on parlera des restrictions tout à l'heure, ou alors vous jouez Imperium, une faction type Space Marine, Chevalier Gris, ce que vous voulez, et derrière vous allez pouvoir choisir dépendamment du format un nombre d'unités. Par exemple, force de frappe, donc le format 2000 points, va vous permettre d'aller chercher jusqu'à 2 unités type suite, on pense notamment aux unités de la Death Watch. Vous allez pouvoir avoir jusqu'à 2 personnages, là on pense à des inquisiteurs, à des personnages par exemple ceux de la Death Watch, ou alors jusqu'à une unité, cette fois-ci réquisitionnée, où là ça sera Chevalier Gris et Sœur de Bataille. Ensuite, petite précision au niveau des transports assignés, puisqu'il y en a dans ce livre, où un transport assigné ne peut pas commencer une partie à partir du moment où il est vide. Oui, et on pourra le remplir avec un inquisiteur ou avec des sistas. Si on est en alliance, ce sera forcément un inquisiteur. Dans le cadre où vous voudriez jouer donc une armée uniquement constituée d'agents de l'Imperium, vous serez éligible à choisir des détachements. On commence par celui qui est réservé à la lutte contre les Xenos, l'Ordo Xenos. Ici, on a un doute sur le fait que est-ce que ce détachement remplacerait un éventuel codex autour de la Death Watch. Pour l'instant, aucune confirmation. Ici, il n'y a pas de restriction sur le fait de jouer autre chose que de la Death Watch, mais les bonus de détachement ne vont marcher qu'avec ce mot-clé. On va donc parler des tactiques de mission de la Death Watch. Au début de votre phase de commandement, vous allez pouvoir choisir une des tactiques parmi les 3 dont vous allez disposer. Celle-ci va durer jusqu'à votre prochaine phase de commandement et elle ne peut être choisie qu'une seule fois par partie. La première, ça va être la tactique Furor. En gros, les armes dont sont équipées vos unités de la Death Watch vont avoir l'aptitude touche soutenue 1. Deuxième tactique, la Malleus. Toutes vos unités Death Watch vont avoir l'aptitude touche fatale. Et enfin, la tactique Purgatus. Toutes vos unités Death Watch vont avoir sur un jet de blessure critique précision. Avant de te laisser commenter les règles d'armée, on va regarder ensemble les différentes optimisations et les stratagèmes, et après on fera une petite conclusion là-dessus. Faut savoir que l'index Death Watch était très fort à la sortie de la V10, mais il s'est fait taper dessus et après on les a un petit peu moins vus. Là on va donc s'attaquer aux optimisations. On affichera juste ici le coût en points de celle-ci. Maintenant, encore une fois, là on a la chance de vous montrer le livre en papier. Les coûts en points définitifs ne seront sortis que entre cette vidéo et la date de sortie, mais tout ça évolue puisqu'on connaît Game Workshop assez réactif pour rééquilibrer les choses. En tout cas, la première, ça va être l'anathème universel. C'est figurine agent de l'Imperium seulement, donc ça n'est pas réservé à un maître du guet ou autre. Les armes de mêlée dont sont équipés le porteur vont avoir anti-infanterie 2+, et anti-monstre 4+. Ensuite, on va avoir le suaire de noir étoffe. Agent de l'Imperium seulement, il va avoir un insensible à la douleur à 4+, la balise Angelis, l'iconique d'ailleurs, qui était déjà là à la sortie du codex Death Watch en V8 de mémoire, qui est maître du guet seulement. Les figurines de l'unité du porteur ont l'aptitude frappe en profondeur 2+, vous pouvez cibler l'unité du porteur avec le stratagème arrivé précipité pour 0 point de commandement. Et enfin, l'amulette d'auto-châtiment, figurine maître du guet seulement. Au début de votre phase de tir, on va choisir une figurine véhicule ennemi à 12 pouces de lui. Celui-ci va devoir faire un test de débranlement. Si jamais le test est réussi, alors il va avoir -1 à la touche, et si le test est raté, il ne sera pas du tout éligible pour tirer. Bon, on est sur des règles d'armée et une amélioration qui sont globalement intéressantes et qui peuvent être jouées en compétitif. Ce n'est pas uniquement dédié à buter du Xenos, puisque touche soutenue, touche létale ou précision, ça fait chier tout le monde. Les stratagèmes de frappe en profondeur et de rapid ingress également. Et les ignore douleur à 4+, bon aussi. Donc on est sur plutôt le détachement un peu vanille de ce codex, qui n'est pas uniquement dédié à fumer du Xenos, ou à fumer votre pote qui a l'habitude de jouer Tyrannie. C'est vachement intéressant parce qu'en général, ce qu'on n'aime pas trop, même si ça se destine à un certain public, des armées qui ne sont qu'un contre. On pense aux anciennes éditions où le chasseur de démons était très fort contre les démons, voire pété, mais contre tout le reste du monde, c'était juste ok. Donc finalement, ça pourrait stériliser des games et priver un petit peu votre adversaire ou votre partenaire de jeu de plaisir. Là, c'est vrai qu'au moins, la Death Watch, c'est tout affronter. Pas que le Xenos, même si on va le voir, il y a des contre-mesures exprès pour. Oui, oui, tout à fait. Puis quand on voit l'amélioration Watchmaster qui cible des véhicules, bon, à 12 pas, les véhicules des Xenos, c'est les véhicules Tau et les véhicules Eldar, c'est pas à 12 pas. Donc c'est plutôt les monstres tyrannides que vous prenez dans la Chotron. Donc c'est pas si orienté Xenos que ça, même dans ses règles, donc c'est cool. On va maintenant s'attaquer aux différents stratagèmes. Le premier, l'armure du mépris, on le connaît, à partir du moment où on est pris pour cible à la phase de combat ou de tir par son adversaire, on lève la main et on dit ok, mais jusqu'à la fin de la phase, je vais déprécier la PA de 1. Ensuite, on va avoir la tactique d'adaptation 1 PC, on va l'utiliser sur une unité Death Watch à la phase de commandement, donc elle ne peut pas être dans un véhicule, et celle-ci va avoir une tactique à la place de celle active.
ou alors une en plus s'il y en avait 0 d'active, jusqu'à votre prochaine phase de commandement. Sinon ensuite on va avoir les munitions Hellfire pour un PC, unité infanterie de la Deathwatch, va avoir quand ils vont utiliser leurs armes anti-infanterie 2+, et anti-monstre 5+. Attention, on ne peut pas utiliser ce stratagème si on en utilise un autre pour pas stacker les bonus au sein justement des petites munitions, puisque on va avoir la munition Dragonfire qui va lui donner assaut et ignore le couvert, et la munition Kraken à chaque fois pour un PC. La munition Kraken, elle va donner +1 à la PA et +6 à la portée de vos armes. Et enfin, le dernier stratagème, ça va être la relocalisation tactique rapide. Ça va s'utiliser à la fin de la phase de combat adverse, et une unité inquisiteur ou infanterie de la Deathwatch va pouvoir être remis en renfort. La seule restriction, c'est qu'ils ne doivent pas être à portée de mêlée, donc à 1 pouce de toute unité ennemie. Et c'est plutôt bien écrit, puisqu'en tout cas maintenant, en tout cas au niveau des itérations, il faut plutôt être à plus de 3 pouces pour retourner en renfort. Bon, on a des stratagèmes qui sont finalement assez connus, puisque c'est les 3 stratagèmes de munitions qu'on connaissait de la Deathwatch, l'Armor of Contempt, donc le murmure du mépris, la stratégie adaptative qui permet de revenir sur tout ça. Donc on connaissait tout ça. Et le stratagème de repositionnement. On a un changement. Game Workshop avait un peu raté sa première écriture du stratagème Hellfire et avait fini par le limiter aux armes à bolt parce qu'il y avait un problème d'interaction avec des blessures dévastatrices. Désormais, elles ne sont plus limitées aux armes à bolt, donc vous pouvez remettre ces stratagèmes sur n'importe quel type d'arme, mais vous ne pouvez plus les faire rentrer en interaction avec les blessures dévastatrices. Donc ça, c'est bien écrit. Bravo Game Workshop. On a par contre le repositionnement des Deathwatch qui a été un peu nerfé parce que jusqu'à présent on pouvait en repositionner 2. Maintenant on peut en positionner qu'un, mais on peut en positionner aussi un Inquisitor. Donc vous avez décidé de faire rentrer un Inquisitor dans des Grey Knight, vous allez pouvoir aussi repositionner vos Grey Knight. Donc c'est assez cool. Je suis d'accord avec toi, et en plus de ça, ça reste quand même très fort. Aujourd'hui, il y a une figurine qui était la Calidus, qui était utilisée dans beaucoup d'armées parce que c'était un petit socle. Et le fait de pouvoir aujourd'hui, en tout cas avec Nexus Paria, mettre un socle de 25 mm, de 28 ou de 32, un petit peu n'importe où sur la table pour faire une action dans un décor, enfin, dans plein de choses, c'est quand même assez intéressant. Oui. Et puis ça vaut pour l'Inquisiteur tout seul, mais ça vaut aussi, puisque c'est le mot-clé Inquisiteur, l'Inquisiteur et tout son pack qui n'a pas l'habitude de repartir dans les ombres. Comme le font les Deathwatch. Donc c'est vachement cool. On enchaîne ensuite avec les chasseurs de démons de l'Ordo Malleus. En gros, tout ce qui va être inquisiteur, donc les personnages inquisiteurs, les agents inquisitoriaux, c'est une unité. Et enfin, l'Ordo Malleus. Alors malheureusement, il n'y a qu'une unité dans ce livre qui peut y répondre, c'est les Terminator Chevaliers. Donc c'est quand même super cool de pouvoir les prendre en alliés, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi de les jouer au centre de ces détachements. Et ces 3 mots-clés vont hériter d'une relance à la touche de 1 tout le temps, et quand on cible un démon, alors ça sera aussi relance D1 à la blessure. Au niveau ensuite des optimisations, on commence par la détermination formidable. Ça va être figurine inquisiteur tout le monde. On va améliorer de 1 la caractéristique de commandement et de point de vie du porteur. Et une fois par bataille, au début de n'importe quelle phase, il va pouvoir choisir une unité amie à 12 pouces de lui ébranlée, quel que soit son mot-clé, et dire toi, t'es plus ébranlé, donc t'es éligible en général aux actions. Ensuite, on va avoir l'optimisation tueur de démons, puisqu'il va ajouter 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée du porteur. Et ces armes auront aussi l'aptitude anti-démon 3+. Situationnel. Le grimoire des noms véritables qui va donner une aura. Là, votre inquisiteur aura une aura de 9 pouces qui va dégrader de 1 la caractéristique de commandement des unités ennemies. Et si ce sont des démons, alors ils auront aussi -1 en touche et -1 en blessure. C'est donc archi pété, mais c'est aussi pour ça que c'est tellement narratif et situationnel qu'on n'aime pas, en tout cas, justement, jouer avec dans les cercles de jeu parce que c'est quand même des moteurs de frustration. Ça peut être un clin d'œil, mais c'est un petit peu too much. Et enfin, le dernier, c'est le don de préscience. Figurine inquisiteur seulement une fois par bataille. Si la personne qui a la relique est sur le champ de bataille et qu'il y a une unité de Terminator Chevalier Gris en renfort, alors vous serez capable de faire une arrivée précipitée à 0 PC, et surtout, elle sera à plus de 3 pouces et pas 9 de toute figurine ennemie. Vous allez pouvoir arriver avec un rideau de Chevalier Gris pour protéger votre inquisiteur. Bon, en fait, les gars, c'est l'agence Tourisque. Les mecs, ils arrivent, bam, pour 0 PC, à 3 pouces, soit ils te move block, soit ils font une intervention héroïque pour te péter la gueule. Ils viennent sauver l'Inquisiteur. On est un petit peu dans le jeu Chaos Gate, quoi. Tu vois, t'es vraiment l'Inquisiteur qui a réquisitionné CGK, et tu passes 300 heures pour aller péter les mecs dans le jardin de Nurgle. Bon, c'est un peu ça, c'est rigolo. Achetez-le. T'es donc à 300 heures Oui, tout à fait. Okay. Vous pouvez regarder sur Steam, j'ai tous les success. Voilà. Non, mais on est un peu là-dedans. C'est vraiment assez cool
de s'imaginer dans cet univers-là, mais bon, il faut jouer à 3000 points de démons contre 1500 de GK, quoi. Enfin, ou d'Ordo Malleus, sinon c'est pas rigolo. Ensuite, au niveau des stratagèmes, des nouveaux et des petits clins d'œil, notamment au Chevalier Gris. On commence par le rituel de protection. On va pouvoir l'utiliser au début de n'importe quelle phase de commandement sur unité soit d'inquisiteurs, soit d'agents inquisitoriaux ou d'Ordo Malleus. En gros, ça va vous permettre de partir de l'objectif et d'en garder le contrôle tant qu'une unité ennemie ne le reprend pas. Et là, la cerise sur le gâteau, c'est que les unités démons ne peuvent pas arriver des réserves à moins de 6 pouces de l'objectif. Oui, c'est l'effet chat. Voilà, tu peux pas faible sur l'objectif pour le reprendre. Voilà. Yes. Plus sérieusement, encore une fois, on va pas commenter en termes de méta, je vais pas t'embêter avec ça. C'est destiné à du narratif. J'aime quand même l'idée qu'ils reprennent le mécanisme de jeu qu'a la Death Guard de pouvoir corrompre des objectifs qui amènent des effets de jeu. Ensuite, on va avoir le rite d'exorciste. On va pouvoir l'utiliser à la phase de tir ou à la phase de combat sur une unité inquisiteur, agent inquisiteur ou Ordo Malleus. On va choisir une unité démon à 12 pouces d'elle. Elle va devoir faire un test d'ébranlement. Et si jamais elle le rate, alors tous les agents de l'Imperium qui ciblent cette unité de démon auront blessure dévastatrice. Bon voilà, donc le démon il rate son test de Battle Shock, vous lui tirez dessus au bolter. Je rappelle que vous êtes en reroll les 1 pour blesser, et tous les 6, c'est un PV. Voilà. Ouais. Ensuite, on va avoir le cœur d'acier, ça va s'appliquer cette fois-ci sur une escouade de Terminator Chevalier Gris. J'aime bien là pour le coup, ça serait bien que les GK l'aient. Pour un PC, on va pouvoir désengager, tirer et charger derrière. Même si vous ne ciblez pas un démon. Oh. Hey Métaslave. Voilà. Ensuite, et ça j'aime, on n'a pas l'armure du mépris, ça n'a rien à voir. Non, comme on est GK, on a de l'armure du vive argent. Voilà. Donc ça n'a rien à voir. Ça fait les mêmes effets, mais ce n'est pas la même armure. Okay. Merci bon. De le dire. C'est pas le même style sur table. Non. Ensuite, on va avoir la protection hexagrammatique. On va pouvoir appliquer sur une unité Ordo Malleus de votre armée. Encore une fois, c'est une unité de Terminator. Et en gros, l'unité qui va vous tirer dessus ou qui va vous taper dessus, en gros, vous allez avoir des runes sur votre armure qui vont s'animer. Et les armes de vos ennemis vont avoir le mot-clé à risque. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils vont les utiliser, ils devront faire un test et sur un 1, subir en général 3 dégâts ou être retirés comme perte. Voilà. Bah, c'est bien. Merci Olivier pour ta pertinence. Et enfin, munitions psy, ça va coûter un PC. On va utiliser sur une escouade de Terminator GK et nos armes vont avoir touche fatale et le mot-clé psychique. Je rappelle que les Terminator Chevalier Gris ont de base touche fatale quand ils ont chargé au corps à corps. Oui, bah écoute, c'est un stratagème un petit peu qu'à... j'ai vraiment rien à dire sur ce stratagème. D'accord, merci. Voilà. Ensuite, on va enchaîner très rapidement avec le détachement Classis Imperialis. C'est un détachement qui va pouvoir buffer soit tous les agents de l'Imperium, puisqu'ils vont pouvoir choisir un bonus, mais qui globalement sera plus destiné au niveau de ses mécanismes de jeu sur les voyageurs stellaires, c'est tout simplement les Rogue Traders et leur suite. On vous affiche ici les règles et les stratagèmes pour que vous puissiez faire votre propre conclusion. On va pas trop en parler, on va plutôt s'attaquer sur le dernier détachement avec des vraies figurines qu'on joue et pas du recyclage de boîtes type Rogue Trader, avec la force répurgatrice de l'Ordo Erecticus. C'est les plus cool puisque c'est les sorts de bataille, en tout cas c'est ceux qui ont des lance-flammes et qui vont donc brûler tous les hérétiques. Là d'ailleurs la règle d'armée s'appelle débusquer l'hérésie. Les armes de tir dont sont équipées vos figurines Arbites, Inquisiteurs, Agents Inquisitoriaux, c'est donc une grosse partie du livre, et surtout Ordo Erecticus, les sorts de bataille, vont avoir Ignore le couvert, et si jamais vous ciblez des unités du chaos d'au moins 5 figurines, vous héritez d'un petit touche soutenue. Au niveau des optimisations, on commence par Liber Heresius, ça va être figurine inquisiteur ou prêtre du Ministorum. En gros, c'est un mécanisme de redéploiement. On est dans l'ère de Nexus Paria, donc malheureusement maintenant les mécanismes de redéploiement se font avant de savoir qui a l'initiative. C'était donc très fort il y a 3 semaines, ça l'est un petit peu moins maintenant. Ensuite, par contre, celle-là elle est vraiment très forte, aucune issue, c'est une aura qu'on va donner à un inquisiteur, et toutes les unités ennemies à 6 pouces du porteur qui voudront alors désengager vont devoir faire un test de commandement, et s'il est raté, ils ne peuvent pas le faire. C'est fort. Ouais. C'est un peu fort. Ça va que le reste est écrit avec le fiat. Non, bah déjà, premièrement, j'aime bien l'idée que les nanas de l'Héréticus, l'Ordo Héréticus, elles ont ce stain it que quand ils sont au moins 5. En dessous, ça va, elles ont pas besoin, tu vois, donc elles savent qu'elles leur mettent des grosses descentes du coude. Je trouve ça assez drôle. Le No Escape, c'est très fort. C'est très fort, surtout si vous jouez une armée de corps à corps. Donc si vous avez décidé de construire une armée Ordo Héréticus plutôt axée corps à corps, bah ça devient très fort. Vous engagez X unités et X unités vont devoir jeter des tests de commandement. Si vous avez X grand, bah vous allez maximiser vos chances d'empêcher le désengagement, et donc on vous tire pas dessus. C'est
péter parce que ça ne souffre aucune forme de restriction. Véhicule, monstre, la plupart du temps il y a des restrictions et c'est une unité, là il n'y en a aucune. Complètement. Ensuite, on va voir l'optimisation chasseur de sorciers, figurine inquisiteur ou prêtre du Storm. Lui et l'unité qu'il mène vont pouvoir relancer les jets de touche à partir du moment où il cible l'unité Psyker. Et enfin, l'Ignis Judicium, les figurines inquisiteur ou prêtre du Storm, il va avoir pour ses armes de tir blessure dévastatrice, fusion 1 et précision. C'est rigolo, c'est rigolo. Imaginez que vous mettez ça à un inquisiteur qui a un lance-flamme à 18. Bon, ben, à 9 pouces, il a lance-flamme à 2. C'est un mini Jackie TS. Mini Jackie. Mais il va mal blesser. Mais donc à moins de 9 pouces, Melt 1, Dev Wound, précision. Rigolo. Au niveau ensuite des stratagèmes de ce détachement, on va avoir la grenade étourdissante. En gros, on va pouvoir choisir une unité qui ne soit pas un monstre ou un véhicule à 8 pouces, d'unité Arbites, Agent Inquisitoriaux ou Ordo Ecterus avec le mot-clé grenade. Et celle-ci va devoir faire un test d'ébranlement, mais qu'il soit réussi ou raté. Au pire, elle sera OC0, pourra pas faire d'action et ainsi de suite. Mais quoi qu'il arrive, elle aura -1 pour toucher cette unité ennemie. Ensuite, on va avoir dispenser la justice. On va l'appliquer sur une unité Arbites, Inquisitoriaux ou Ordo Ecticus à la phase de tir ou à la phase de combat. Et on va hériter de touches fatales. Ensuite, on va avoir juridiction inviolée. C'est de le fait de donner une unité amie en réaction d'un tir ou d'une tatane en mêlée, un insensible à la douleur à 5. Ça pourrait être très fort si on se dit bah attends je vais pouvoir le mettre sur des GK et ainsi de suite. Malheureusement ça ne va être que sur certaines unités qu'on va découvrir après au niveau datasheet et donc malheureusement ça rend les mécanismes de ce détachement un petit peu caduques. Ensuite on va avoir l'ordre d'exécution, on va choisir une unité à nous à notre phase de commandement et un personnage ennemi et cette unité aura précision sur ce personnage ennemi. Ensuite on va avoir ligne de tir, celle-là elle est assez intéressante, c'est un nouveau mécanisme de jeu, je crois qu'on l'avait sur le SMC puisqu'on pouvait tirer sur des packs de figurines ennemies engagées avec des cultistes, il y a un mécanisme comme ça. Oui, les GI l'avaient à une époque parce qu'ils s'en foutaient, ils pouvaient tirer. Exactement, là vous allez pouvoir choisir une unité ennemie maximum à 12 pouces de vous et même si celle-ci est engagée, alors vous allez pouvoir tirer dessus. Oui, bah c'est un peu comme quand vous tirez sur des véhicules ou des monstres engagés, sauf que vous n'avez pas le -1 pour toucher, mais ça vous coûte un PC. En tout cas, c'est un mécanisme qui fait plaisir à voir. Ouais. Et on termine avec exécuter la sentence, ça va coûter 1 point de commandement. Vous allez utiliser à la phase de tir adverse jusqu'après qu'une unité agent de l'Imperium ait été détruite et une unité à 6 pouces de cette unité détruite va pouvoir tirer sur l'unité régicide. Voilà, bon, c'est une riposte, c'est pas mal. Ce qui est un peu curieux, c'est que du coup, vous allez avoir des stratagèmes qui s'adressent quand même beaucoup à une armée que vous auriez construite autour du tir. Et vous avez l'amélioration la plus forte qui, elle, concerne une armée de corps à corps. Donc c'est ce que disait Julien tout à l'heure, on a des choses qui sont écrites et qui ont l'air intéressantes individuellement les unes des autres, et qui quand on regarde comment elles combattent ou comment elles s'appliquent au datasheet, c'est moins spectaculaire. Yes, clairement, bon, objectivement, même nous, on a eu du mal à garder notre sérieux certaines fois parce que c'est difficile de faire une analyse sérieuse et pertinente pour toi de certaines choses où on s'adresse à un public qui est juste là pour prendre du plaisir à jouer et pas nécessairement, je ne dénigre absolument pas le jeu narratif, tu vois ce que je veux dire, mais sur une forme d'optimisation où on va vouloir réfléchir pour créer des vrais combos. Là, ça sera pas le but. En tout cas, maintenant, on va pouvoir s'attaquer vraiment au datasheet et là, je le rappelle, vous allez pouvoir les intégrer dans toutes les unités de l'Imperium. Donc, on va vraiment parler de la pertinence et du plaisir de pouvoir les intégrer dans nos autres armées. On découvre donc ensemble les datasheets. On commence par l'Inquisiteur. Encore une fois, les coups en points ne sont pas nécessairement secs. Ici, au niveau du livre, il est actuellement à 55 points. C'est donc un personnage qui peut rejoindre n'importe quelle unité ligne de l'Imperium. Là, on parle plus du cas des alliés. Derrière, on a aussi une liste d'unités liées à cet ouvrage dans lequel vous allez pouvoir le faire mener si vous jouez les détachements spécifiques. Là, on va vraiment se focaliser sur les alliances et donc sur comment est-ce qu'on va chercher la quintessence de chacune de ces petites figurines. Là, globalement, on est sur un profil humain qui est pas folichon, mais il a quand même une règle qui est assez intéressante. C'est le pouvoir de la rosette en anglais qui se dit Power of the Rosette. Merci beaucoup. Et qui dit qu'à chaque fois que lui ou son unité sont ciblés par l'usage d'un stratagème sur un 3+, on gagne un PC. Oui. Non, écoute, c'est pas mal. Si on a prévu de focaliser, d'investir beaucoup d'énergie de CP sur une unité, par exemple pour spammer de l'armure du mépris ou d'autres stratagèmes d'attrition en Space Marine, en Custodes, ça peut être utile. On a aussi un équipement qui permet d'avoir une invulnérable à 6. Donc mettons que vous êtes un joueur GI et que vous avez trouvé une unité pas chère qui vous intéresse et que vous voulez pouvoir envoyer tranquillement et vous voulez pouvoir bénéficier d'un invulnérable à 6, ça peut se faire aussi. Je vois pas immédiatement exactement où ça rentre dans une liste WTC de 2024,
mais on sent qu'il y a du potentiel pour réfléchir à des builds plus tard. Ensuite, on découvre le nouveau Koteas, figurine historique de Warhammer 40 000, moi qui m'a frustré énormément en V5, V6, V7. Là, en l'occurrence, il est à 75 points dans cet ouvrage. Il va avoir comme première aptitude la protection contre le mal. C'est une attitude psychique qui va donner une sauvegarde invulnérable à 6 et une sauvegarde invulnérable à 4 contre les attaques psychiques et les attaques de démons à lui et l'unité qu'il mène, et surtout réseau d'espions. Vous allez pouvoir, à chaque fois que votre adversaire gagne un point de commandement grâce à une aptitude, je précise vraiment, ça doit faire partie des aptitudes, on pense au maître des essaims, on pense à Azrael qui ont comme aptitude de donner un point de commandement supplémentaire à la phase de commandement adverse, et bien lui de pouvoir jeter un dé et sur un 2+, également d'obtenir un point de commandement. Ensuite, il est équipé d'un aigle qui va lui permettre en fait de choisir à sa phase de commandement une unité ennemie à 18 pouces de lui et de lui dire ok, tu n'as pas le couvert. Bon, moi je pense que c'est très fort, ça va être beaucoup vu en solo, parce que, pour deux raisons. D'une part, il y a aujourd'hui beaucoup de Grey Knight et de Thousand Sun dans la méta, donc une invulnérable à 4 contre les attaques de démons et les attaques psy, c'est jamais désagréable. D'autre part, on a ce farm de PC sur un 2+. Ça permet à vos adversaires qui, eux, ont, comme Azrael, Leontus, le Swarmlord, et j'en oublie, ce farm de PC, de pouvoir se dire qu'ils vont toujours shuffle une carte qui leur déplaît en secondaire, en tactique. Et ça veut, en gros, sur 18 cartes, ils jouent avec 15, et vous jouez avec 10. C'est un avantage considérable. Quand vous avez Koteas, vous matchez cet avantage. 5/6 de cet avantage, parce que c'est sur un 2+, mais c'est quand même stylé. Et dernièrement, c'est une source de Ignore Cover. Le Ignore Cover, c'est un +1 PA dans la méta, sinon vous avez toujours le cover, et c'est très très fort. Et donc vous avez pas mal d'armées de l'Imperium qui n'ont pas de source d'Ignore Cover évidente. Celle-ci, elle est un peu automatique. 18 pouces, il n'y a même pas besoin d'avoir une ligne de vue. Hop, pas de couvert. Et ben c'est très fort. Je pense notamment au Votan. Toujours à 75 points, on passe sur l'Inquisitrice Draxus. Beaucoup de choses à dire sur elle. Déjà, elle va avoir comme aptitude le fait de pouvoir, au début de la phase de commandement, jeter un dé et sur un 2+, avoir agent solitaire 18 pouces pour son unité. Si elle fait 1, malheureusement, elle prendra quelques dégâts mortels. Ensuite, elle va pouvoir donner +1 touche à son unité à partir du moment où on prend pour cible une unité ennemie qui n'a ni le mot-clé Imperium ni le mot-clé Chaos. En gros, c'est tout ce qui va être Xenos. Et enfin, pour 75 points, elle balance un volume de tir qui est quand même pas mal, parce qu'elle va faire 4 tirs avec blessure dévastatrice anti-infanterie 4+, et aussi 6 tirs de tir psychique. Bref, elle sature un petit peu. Elle est toujours très forte, elle était déjà très jouée l'année dernière au WTC, elle a été jouée toute l'année. C'est un peu le go-to absolu des joueurs custo, puisque elle interagit très fort avec les Battleline Custodes. D'une part parce qu'elle va reroll ses tirs, d'autre part parce qu'elle va pouvoir double tirer une fois par partie. Donc et en plus de ça, donner un lone-up à un custo, c'est le feu. Hein. Donc elle a juste perdu son tir sans ligne de vue, c'est pas très grave. Désormais, on va continuer à la voir. Ça sera très et vous la verrez même en action dès lundi, puisque Laurent la joue dans le rapport de bataille Custo Tyrannide qui sort lundi. Et vous verrez qu'elle m'a fait rager. Voilà. Ensuite, pour 10 points de moins, 65 points, vous allez retrouver l'inquisitrice Grey Fax. Elle va donner à l'unité qu'elle rejoint Antipsychore 4+, ok. Et surtout, à chaque fois qu'elle va, elle ou son unité, tirer sur une unité qui a mi-effectif, avoir +1 pour toucher. Derrière, elle est équipée d'un pieu ou d'un fusil, en gros, pour aller chercher les personnages. Oui, bah écoute, elle est très bien, et puis on a peut-être trouvé une solution pour rendre tes intercesseurs lourds efficaces, parce que ils auront Anti-Psy 4 à longue distance, mon gars. Anti-Psy 4, c'est ouf. C'est ouf. Je veux dire, Magnus, j'étais en train de penser à Mr. Web, et Magnus, c'était le seul scénario possible. Mon gars, il se fait fumer. Non, blague à part, on est sur un inquisiteur qui est toujours resté un peu méta, mais plus side, moins joué que Keria Draxus. Pour 10 points. Oui, mais ça fait des blagues, parce que si tu as besoin, par exemple, comme je dis, en ce moment on a beaucoup de psycheurs dans la méta. On a des tyrannides qui reviennent, qui ont des psycheurs, donc tu peux très bien te dire, je vais jouer contre des tyrannides, des GK, des TS, donc pourquoi pas, et ça permet de mettre une petite flèche dans l'œil, par-ci, préfère par-là. qu'elle touche à 2, parce qu'en fait, comme il dit, en fait, elle fait un seul tir de force 8, PA-2, dégâts 3, précision, blessure dévastatrice, anti-personnage 4+. Et on aimait, en tout cas dans les anciennes éditions, elle faisait peur, parce qu'en fait, elle était capable d'aller sniper tous les petits sorciers Eldar et ainsi de suite, qui avaient 3-4 PV, ils rigolaient pas, en fait. Là, elle touche à 3, je trouve que c'est 65 points, parce que si le jour de la sortie de ce livre, il n'y a que 10 points d'écart, je pense que Draxus est carrément plus intéressant. Je suis un peu d'accord avec toi. De toute façon, on a affaire à quelqu'un qui a un max de swag sur le plan graphique,
Mais, parce qu'il y a vraiment un côté Van Helsing, on va quand même pas se le cacher. Mais derrière, on voit pas trop exactement où est-ce qu'on va le jouer par rapport à d'autres, en fait. On va faire dans la foulée le navigateur qui est à 60 points. Là, malheureusement, c'est plus lié à ce qu'il y a dans ce livre, puisqu'il ne peut rejoindre que les sapeurs de la marine impériale et les conso-marins en arbre. En gros, ce qu'il va déjà donner comme règle, c'est le fait que les unités ennemies ne peuvent pas être placées à moins de 12 pouces, mais pas de l'unité qu'il rejoint, de seulement lui, ce qui est plutôt balance, mais donc qui le rend un petit peu plus anecdotique. Et ensuite, le troisième œil, qui est qu'il va choisir à la phase de tir une unité ennemie à 12 pouces de lui. Il va lui demander de faire un test d'ébranlement. Si elle est du type infanterie, elle aura moins 2, et si elle le rate, elle prendra 3 blessures mortelles. Globalement, c'est destiné à du narratif, ou en tout cas aux gens qui vont jouer ce lest d'armée. Je vais donc te couper la parole, ou en tout cas ne pas te laisser prendre la parole, et on va enchaîner avec le prêtre de Ministorum, qui lui, pareil, il est très bon dans son datasheet, il vaut 45 points, mais il ne peut rejoindre que des unités qu'on connaît soit avec les sorts de bataille, parce qu'ils peuvent l'avoir déjà, soit des unités du livre. Globalement, il donne touche soutenue à l'unité, c'est très bon. Le problème, c'est que les unités qu'on va voir ici, à part pour du boarding action, et je suis même pas sûr qu'on puisse les jouer, c'est très limité. Ensuite, on va découvrir ensemble les agents inquisitoriaux. C'est une unité qui, au niveau du livre, est à 140 points si on décide de les jouer à fond les ballons, c'est-à-dire avec 12 modèles, sinon on pourrait les jouer à 6 modèles. Ils vont avoir comme principale caractéristique d'avoir plein de figurines différentes, on peut mettre 2 éviscérateurs dedans, ils ont -1 pour être blessés. Quand on a un inquisiteur, le problème c'est que si on veut mettre ça, on est tout de suite, en tout cas au prix livre, à 205 points, et ça m'étonnerait qu'il fasse div 2, et même à div 2 on se poserait la question. Pour ce genre de petites unités, endurance 3, sauvegarde à 5, 1 point de vie au C1. On est malheureusement sur des unités qui sont plus assez chères pour pouvoir justement faire des actions ou ce genre de choses, et elles vont être très très mises justement au rang de narratif, quoi. Même avec un bâton, je les touche pas, moi. Ouais. Voilà. Pas mieux. Pas mieux, pas mieux. Ensuite, on va voir ensemble les sapeurs de la marine impériale. Pour le coup, on est quand même un petit peu plus sérieux, je trouve, que les agents inquisitoriaux. Globalement, à cette heure-ci, on est à 105 points, les 10, ça fait 10 points et demi de bonhomme. Pour un mec endurance 3, sauvegarde à 4. Je vais juste noter qu'ils ont un truc assez intéressant avec le spectocrane, une fois par partie, ils peuvent utiliser le stratagème grenade à 18 pouces. Et je pense que tu peux surprise en mettant 3-4 mortels. Le problème, c'est que c'est 105 points, quoi. Oui, oui, c'est un peu un problème. Et après, full reroll des wounds, quand tu es sur un objectif, c'est presque aussi bon que des rubriques, quoi. Ah t'as pas réussi, Je sais pas si c'est mon sourire qui t'a encouragé à sourire ou c'est ton sourire qui m'a encouragé à sourire. Ça a duré une seconde, mais ça m'a semblé déterminé. Oui, ça, j'ai vu les strats. Oui, bon, on a échangé mentalement. Ensuite, on va vous parler très rapidement de l'entourage de Libre Marchand. C'est donc une suite dans laquelle vous allez avoir 4 figurines. C'est assez intéressant parce qu'on est sur des figurines multi-PV avec des sauvegardes différentes, des invulnérables et ainsi de suite. Et on peut les faire mener d'autres unités. On lit ça, on met les coups en points, 100 points, on se dit mais attends, c'est génial. En plus de ça, il est précisé que si on les joue avec des gens qui ont infiltration, ils ont infiltration, c'est magnifique. En tout cas, il y a des combos rigolos et ainsi de suite. Et là, on voit que finalement, ils ne peuvent mener que les sapeurs qu'on a vu tout à l'heure et les cosmo-marines que je vais vous présenter maintenant. C'est une unité de 6 qui va coûter que 50 points. Donc, on va d'abord finir avec l'entourage de Libre Marchand. Malheureusement, c'est non, sauf si vous avez les figures et que vous voulez vous faire plaisir. Mais vraiment, en termes de coût en points et de pertinence, c'est très limité. À noter que, même en anglais, ça s'appelle Rock Trader Entourage. Moi, je note que quand il y a des plumes, un mousquet et une épée, c'est français. Pour Game Workshop, Entourage, c'est français. Ok, ça me va. Mark Wahlberg. Ensuite, plus sérieusement, on va parler des cosmo-marins en armes. 50 points les 6. Là, c'est une super unité parce que ça permet à des armées type Imperial Knight d'aller chercher des alliés pour avoir des unités pas chères, potentiellement chez soi ou pour faire des actions latérales. Ça vaut pour les IK, mais ça vaut pour les custodes qui, en général, vont payer cher la moindre unité. On les voit beaucoup en ce moment, là, en alliés, puisque dans un roster, vous n'avez droit qu'à un seul agent de l'Imperium mot-clé. Donc souvent, vous avez une Calidus et 50 henchmen ou des Voidsmen. C'est très utile parce qu'il n'y a pas des unités aussi petites, aussi MSU, expendable comme ça dans les comics. On continue ensuite avec l'escouade vigilant. On est à 105 points, on est donc avec le mot-clé suite, c'est-à-dire qu'à 2000 points, vous pouvez en intégrer 2 dans vos listes d'armées en alliés. Globalement, on vous laisse découvrir les profils, pas très intéressants, plutôt cher, mais aptitude très forte d'équipement. Le Nuncio Aquila, une fois par bataille, à n'importe quelle phase de commandement ami ou ennemi, on va pouvoir choisir un pion objectif à 6 pouces du porteur et toutes les unités ennemies, pas une, toutes les unités ennemies à l'exclusion des monstres et des véhicules dessus vont devoir faire un test d'ébranlement. C'est donc un nombre dans le warp à usage unique. Oui, à usage unique et à localisation unique aussi.
Et ce n'est pas limité à une utilisation par vrai. phase. Si vous en avez 2, vous pouvez déclencher les 2. C'est une aptitude Donc forte. forcer 2 tests d'ébranlement au même moment. Ouais. C'est une double ombre dans le warp sur un objectif qui serait proche de ces petits mecs-là. Franchement, c'est assez fort. C'est un peu cher. On verra à la fin quel est le vrai prix de cette Vigilant Squad. Mais en attaque de flanc, dans un rapid ingress ou vous le faites à la phase de commandement de votre adversaire, même s'il a multi-tag son objectif, chacun va prendre un test d'ébranlement et vous pouvez faire ça 2 fois si vous en avez 2. Ça peut entrer dans une stratégie de build ou de construction. Peut-être d'ailleurs on va voir comment sortent nos prochains codex Imperium, mais admettons qu'un codex Imperium ait des mécaniques d'attrition basées sur le Battle Shock, comme c'est le cas par exemple du détachement Vanguard de Tyrannide, je peux vous garantir que Vigilant Squad, ça sera systématiquement pris dedans. Ensuite, on va comparer 2 unités ensemble. On va parler de l'escouade d'Exaction et l'escouade de Subductor. Ces 2 unités vont avoir comme principale différence avec celle qu'on vient de voir de Vigilant de passer contrôle d'objectif 1 et pas 2. En gros, vous allez avoir l'escouade d'Exaction, je vais l'appeler Exaction Squad parce que c'est comme ça qu'on l'appelle depuis un an. Elle est là pour taper. Et vous avez la Subductor qui, eux, sont les CRS avec les boucliers, donc ils héritent d'une invulnérable à 4. Mais les deux partagent le choix d'équipement qui nous permet d'utiliser ce qu'on vient de décrire sur l'unité précédente, donc ce qui est fort, de faire des tests d'ébranlement sur un objectif pour passer au C0 tout le monde. Oui, non, mais c'est assez intéressant, ça veut dire que si vous avez ces escouades-là en double, vous allez pouvoir, soit, comme on l'a dit, avec des mécanismes d'attaque de flanc, soit avec un mouvement plus advance, arriver à 6 pas d'un objectif, c'est quand même pas si compliqué que ça. Aller déclencher ces tests, donc c'est assez cool. Derrière, ça sera à vous de faire le choix. Est-ce que vous voulez du tir, est-ce que vous voulez du corps à corps ou de la tankiness? C'est pas inintéressant. Yes. On va ensuite, les amis, passer enfin à ce qui, à mon avis, va offrir vraiment beaucoup de fraîcheur aux gens, c'est les escouades de Terminator des Chevaliers Gris. En gros, vous allez voir à partir de maintenant, on va découvrir que des datasheets qui sont existantes dans d'autres armées, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'alliance possible à 40K. Donc, c'est très cool de se dire, bah attends, je suis un joueur Astra Militarum, j'ai envie de mettre 5 Terminators pour avoir de la sauvegarde à 2, de la 4+1 vul, ou énormément dossé sur chaque figurine, on va pouvoir le faire. Donc on va très rapidement redécouvrir ensemble la datasheet des escouades de Terminator de Chevalier Gris. Globalement, vous avez donc des mecs qui sont endurance 5, mouvement de 5, 2+, 4+, 3 PV, commandement A6, une capacité d'objectif de 2, mais sur les 5, on va avoir une bannière qui donne plus un dossé, donc on est au C3 par modèle, et en plus de ça, on va avoir dedans un Artesium qui nous permet à notre phase de commandement de ramener une figurine en vie. Donc en hydrosque 1 en vie, on est au C3, mais en réalité 2, puisqu'on a laissé le mec avec ton Artesium qui, quand il va faire rip-up son pote, va passer au C3, plus le mec qui a rip-up, on passe d'au C2 au C6 dans une phase de co. Oui. Donc c'est quand même très 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 bon, c'est pour ça que les Terminator GK sont bons de toute façon. Là au niveau du livre, on a 240 points, là où les Terminator GK sont aujourd'hui à 220, donc je pense qu'on sera à 220. Maintenant, est-ce qu'ils vont les mettre moins cher parce qu'il n'y a pas les aptitudes d'allégeance, tu vois ce que je veux dire, enfin de détachement? C'est une bonne question, mais toi, qu'est-ce que tu penses du fait de pouvoir intégrer des GK, enfin des Terminator GK dans l'Imperium? En tout cas, je pense que ça va faire réfléchir les factions de l'Imperium qui n'ont pas à ce jour accès à ce rôle tactique que peuvent jouer les Terminators, donc de l'objectif contrôle élevé, de la résistance parce que save à 2 en du 5, de la frappe en profondeur éventuellement, surtout la frappe en profondeur, rapid ingress. Les sœurs de bataille n'ont pas ça. Elles ont de plus parfois avec des véhicules ou avec les sacro-saintes, mais ça reste à pied, lent et assez faible. Là, vous en avez 5, vous êtes au C15. Oh, c'est long. Si vous êtes derrière un mur, il faut venir vous chercher au corps à corps. Bon, ça peut être des déclencheurs de jeu fondamentaux pour des armées comme la Sœur de Bataille qui vont beaucoup jouer en ce moment en Brigor of Flame, donc avec les détachements basés sur les Flammeurs et les Melta. Avoir des choses qui permettent de déclencher du jeu autrement que par des toutes petites unités qui se font déglinguer au moindre tir de bolter. Là, vous mettez 5 Terminators. Et voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Il va falloir engager des choses sérieuses maintenant. Parce que tu vas pas le deny à l'OC, tu vas pas le tuer facilement au corps à corps. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis d'accord avec toi. On va juste noter ici qu'on n'a pas de latitude sur la taille de l'unité. On est capé à 5. Et en plus de ça, comme là pour le coup c'est le mot-clé réquisitionné, vous ne pourrez en avoir qu'une unité comme ça. Absolument. Une unité.
et 2.5 minimax. Mais même je trouve que un truc pour aussi la collection, n'importe quel joueur de l'Imperium qui fantasme aujourd'hui sur les Terminator GK parce qu'ils sont magnifiques, sont plus petits que ceux primarisés mais ils sont quand même magnifiques, et ben vous pouvez tous vous faire plaisir avec une boîte à 50 balles, vous aurez vos 5 thermis, vous pourrez les mettre dans toutes vos listes, je trouve ça trop bien. C'est vraiment très cool. Et après ça va moins faire fantasmer les joueurs Space Marine. Mais on l'a dit, sœur de bataille, Votann, incroyable quoi. On change d'ordre, on passe du côté maintenant de la Death Watch en redécouvrant le capitaine du guet, Artemis. Le mec était super cool quand il était sorti, malheureusement ses règles étaient un petit peu faiblardes. Là, pas énormément de changements, 75 points le monsieur en tout cas au niveau de ce livre. Il peut rejoindre une unité que de kill team de la Death Watch. Il leur donne alors touche fatale. Là où pour le coup il peut être intéressant même en solo, c'est avec champion inexorable. En gros dès qu'il est détruit, on jette un dé et sur un de plus il revient à la vie. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, en fait, ça aurait pu être bien. Parce que comme il revit sur un 2+, on pourrait se dire ça, on va l'utiliser comme un personnage face cap qu'on peut engager et puis il va falloir plus d'une phase de tir pour le tuer, comme on peut avoir sur tout un tas de personnages Xenos ou Imperium. Malheureusement, lui, il fait partie de ceux qui revivent immédiatement après être mort. Donc en fait, il prend un pralin, voilà, il prend un pruneau, il meurt, il reprend le reste des pruneaux de l'activation. Bon. C'est un peu nul. C'est intéressant, on aurait quand même besoin, je trouve, d'une uniformisation. Au même titre que Game Workshop a uniformisé le fait de les redéploiements maintenant pour tout le monde se font avant l'initiative et ainsi de suite. Que tu aies des personnages qui reviennent à la vie en fin de phase et qu'il y en ait qui soient juste après l'activation justement des attaques, c'est un petit peu dommage. Franchement, ça ressemble presque plus à une coquille qu'autre chose. Ouais. Bah oui, parce que c'est nul. À quoi ça sert de revenir à la fin de la... Enfin, si c'est pas à la fin de la phase, ça sert à quoi? Bah surtout que ce con il compte 2 fois dans l'assassinat. Oui, voilà. Non, ça sert vraiment à rien. Donc non, ça ressemble à des coquilles. Ça fait chier parce qu'Artemis, c'est vraiment moi en tout cas mon personnage préféré de la Death Watch. J'avais commencé la Death Watch quand elle était sortie en V7 et j'avais trouvé ça trop cool. Ouais. Et je trouve que malheureusement il est un petit peu aseptisé avec ce genre de garçon. Il a mal vieilli Artemis. Ouais. Après un coup de pelle. Comme Laurent et Mister M 46 balais, ouais. il n'y a plus personne quoi. Ouais, Physiquement les gars, vous êtes les ombres de qui vous étiez. Physiquement encore ça va Laurent. C'est plus mental. Ensuite les amis, on va avoir le maître du guet qui va avoir eu 2 aptitudes. Le premier c'est le savoir stratège. En gros il peut lui et pour l'unité qu'il mène déclarer une charge à un tour où il a désengagé ou couru. C'est plutôt pas mal. Et aussi il va avoir rite de bataille, l'ancienne aptitude des capitaines Space Marine qui maintenant en tout cas déprécie le coût des stratagèmes utilisés sur l'unité de 1. Oui, bon finalement ça c'est plutôt smart de la part de Game Workshop d'avoir changé son pouvoir, parce que si vous réfléchissez bien, quand vous avez accès à ce codex en allié pour les agents de l'Imperium, vous allez déjà avoir une Calidus qui met en place une aura de 12 pas de Vect. Si vous pouvez en plus prendre un Watchmaster qui fait la même chose, ça commence à être vraiment très très chiant. Vous avez 2 bulles de 12 pouces, plus un PC à tout. Là, on va vraiment commencer à détester à l'Imperium. Donc non, c'est smart. Yes, on enchaîne ensuite avec la kill team de la Death Watch. 105 points les 5 dans ce livre, 210 points les 10. En gros, la spécificité de la Death Watch, ou en tout cas de leur kill team, c'est toutes les 5 figurines. Vous allez pouvoir avoir 2 armes spé de tir et globalement 2 armes spé de corps à corps ou de tanking avec des boucliers Storm, quoi. Ça n'a pas grand chose à voir avec les kill teams disponibles dans le codex, dans l'index en tout cas Death Watch. Donc c'est vraiment la version un peu mentalo de la... Je trouve ça intéressant ce que tu dis, et moi je trouve ça très dommage en fait que là il nous est bridé en termes d'agent Imperium uniquement sur les kill teams, enfin la kill team vanille et pas les kill team primaris super intéressantes dans lesquelles tu peux combiner justement des motos avec d'autres choses, avec de la gravis et tout. Donc écoutez, là c'est la version un petit peu du pauvre, tant pis quoi. Ensuite, pour finir avec la Death Watch, on va parler de leur volant, le Corvus Blackstar. Il n'est qu'à 180 points, dans ce livre en tout cas. Maintenant, il a tous les défauts qu'on connaît des Aérodymes, même si celui-là, quand même, comme règle intéressante, stationnaire, donc on peut le jouer sur table T1, et discrétion, il a donc -1 pour être touché, même quand il est en stationnaire. Et ça, c'est cool pour le coup. Après, c'est aussi un transport de 12 figurines, et il a une petite bombe avec le lance-grappe Blackstar qui fait que quand il survole une unité, il peut jeter un dé par modèle de l'unité et sur un 5+, mettre une blessure mortelle. C'est donc un anti-ordre. Non, mais bon, c'est pas inintéressant parce que ça permet aux sœurs de bataille qui n'ont pas d'aérodyne, il me semble, de pouvoir jouer un aérodyne. Donc vraiment, on est dans le livre de l'inclusion au niveau de l'Imperium désormais. Et sinon, en termes de pertinence ?
En termes de pertinence, pas grand-chose. On enchaîne les ennemis à réellement ce qui va faire le sel de cet ouvrage, ou en tout cas de ce qui peut révolutionner la méta. Finalement, cette vidéo aurait pu se résumer à la lecture de 4-5 datasheets, c'est cela, puisqu'on va découvrir ensemble les assassins. On commence par l'assassin Calidus, 125 points, tout comme son confrère Eversor et Culexus. Il n'y a que le Mandicaire, le sniper, qui va être 20 points moins cher, en tout cas dans cette itération-là. Globalement, la Calidus, elle est toujours excellente. Elle a frappe en profondeur, combo en premier, infiltrateur et agent solitaire. Donc tous les beaux mots-clés du jeu en ce moment. Elle va avoir comme nouvelle aptitude la fuite acrobatique. En gros, ce qu'elle avait déjà avant et ce qu'elle a gardé, c'est le fait que si jamais elle est à plus de 3 pouces de toute unité ennemie à la fin de la phase de combat adverse, elle peut retourner en renfort et elle arrivera à votre prochaine phase de commandement. Ça marche tour 1, donc ça veut dire que si jamais vous êtes joueur 2, vous la mettez sur table au déploiement et votre adversaire joue, et on a beau être qu'au round 1, elle va pouvoir arriver n'importe où sur la table à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. Là où pour le coup elle a été buff, c'est qu'à la fin de la phase de combat, ami ou ennemi, elle peut bouger de D6. Et si elle est engagée, elle va pouvoir bouger de D6 pouces. Donc déjà, si elle est engagée et qu'elle fait 3 ou plus, et qu'elle était bien placée géométriquement, alors elle va pouvoir se désengager avec son aptitude de base, mais finalement, ce mouvement, vous allez aussi en profiter pendant votre tour à vous, pour je ne sais pas quoi, mais peut-être aller voler des objectifs, j'en sais rien, priver l'autre d'un champ de vision s'il joue des véhicules, bref, plein de petites choses. Ensuite, derrière, elle est toujours équipée d'un neurofocérateur, c'est-à-dire qu'elle va avoir un lance-flamme à 12 pouces qui va faire des 6 touches de force 5, PA-2 dégâts 1, anti-infanterie 2+, et précision. Faut pas oublier le précision sur ce petit tir là. Et au corps à corps, elle va faire 5 attaques en touche fatale, précision aussi, force 5, PA-4, dégâts 2. Petite précision, c'est rigolo, si on joue cette faction-là entière, alors on peut changer d'assassin au début de la partie. Oui, c'est cool. Rigolo. C'était quelque chose qu'on avait eu en V8, on payait un PC, on pouvait prendre un assassin à la place de l'autre. C'était assez rigolo. De ça. Ensuite, elle a toujours la confusion règne. Là, le wording que vous voyez écrit est l'ancienne version. On est dans l'ère de Paria Nexus, on doit donc la remplacer. En gros, dès qu'on a 12 boostels et qu'on veut claquer un stratagème, c'est un PC supplémentaire. C'est excessivement fort. Oui, c'est devenu quelque chose d'extrêmement méta, de très recherché par tout le monde. Quand on joue Chaos, directement on prend Cypher. Quand on peut prendre une Calidus, très souvent on prend une Calidus, surtout quand on joue corps à corps. Quand vous jouez corps à corps, vous avez besoin de vos stratagèmes défensifs et vous voulez empêcher vos adversaires de faire un stratagème offensif ou défensif. Donc les Blood Angels en jouent tous, les Dark Angels en jouent tous, c'est pété. Donc c'est un mécanisme qui va perdurer pendant Paria, donc c'est bien qu'il n'ait pas doublé ce mécanisme-là avec le Watchmaster, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a désormais, par rapport à la précédente version, un désengagement des 6 pouces. Le grand jeu, c'est quand on n'est pas capable de lui mettre une grenade dans la tronche ou de tirer dessus, c'est d'essayer de l'engager pour l'empêcher de repartir et de faire sa vie. Là, on ne peut pas l'engager. Donc c'est quand même très fort. Vraiment, ça va être on va voir si c'est vraiment 125 à la fin, parce que ça commence à chiffrer, et en même temps, elle est tellement présente au WTC que ça mérite qu'on se pose la question. Ensuite, on va enchaîner avec l'assassin Eversor, pareil, 125 points. Lui, c'est le corps à corps. Il va déjà avoir comme première aptitude le fait de pouvoir charger à un tour où il a Advance. Là où j'aime beaucoup, c'est qu'il est capable de faire l'équivalent d'un blitz du solitaire Harlequin, puisque une fois par partie, il peut crier très fort, ajouter 6 à sa caractéristique de mouvement, mais il n'a pas le droit d'Advance, et ça sera un mouvement de type normal, et aussi ajouter 3 à ses attaques. Donc le mec, il va bouger de 15, et il va balancer 9 patates, sur du 2, mais touche soutenue 3, précision et anti-infanterie 3+, PA-2, dégâts flat 2. Absolument. Ou alors, il va bouger de 15, et il va faire une action, puisque c'est un mouvement normal. Donc c'est la figurine la plus mobile du jeu qui peut faire des actions. Absolument. Par ailleurs, il est scout 9, donc il va bouger, si jamais il n'y a rien qui empêche ce mouvement scout, il va faire 9, plus 15, 24 dans mes souvenirs, donc il va traverser entièrement l'Interland, qui est de 24 dans le pire des cas, et il va charger. Donc si vous vous êtes pas préparé à ça, et que vous avez un personnage qui est central dans votre dispositif, il va pas hésiter une seule seconde. Ouais. Il va vous le prélever T1, on a dit, c'est 9 attaques, précision, dommage 2. En plus, il a une Deadly Demise... il explose quand il meurt avec des 3 dégâts. Voilà, des 3 dégâts, il explose quand il meurt. Donc sur un 6, vous pouvez en plus rajouter... Donc il n'y a vraiment aucun problème à aller se faire péter, c'est la ceinture d'explosifs. Quoi. Qui est aussi très intéressant, j'aime bien ce que tu as dit sur le fait qu'il peut bouger de 9 pré-game, derrière il va pouvoir bouger de 15. Il est donc théoriquement, quel que soit le déploiement, soit déployé de façon très défensive, qui fait que T1, on n'offre pas un tremplin à son adversaire si on n'a pas l'élite, ou alors on peut être capable d'aller faire une action dans la zone de déploiement adverse. On a un tout petit socle, donc on peut passer quand on bouge de 24, et derrière c'est tout de suite 4 points de victoire T1 par exemple, ça fait pas rire. Oui, votre adversaire pioche derrière les lignes ennemies assassinat,
derrière les lignes ennemies, Locus. Donc là, bon, il va juste se déplacer et mourir, mais il va quand même faire 7 points à lui tout seul. Ou derrière les lignes ennemies et Storm Hostile Objective, ou pas Storm, parce que on peut pas, mais Overwhelming Force, donc tuer des unités sur les objectifs ennemis. Logiquement, ils ne sont que sur leur objectif au début. Bah, vous y allez, vous pétez un personnage sur l'objectif. Assassinat. Donc c'est quand même très souple sur le plan tactique. Normalement, il vaut moins cher que les autres. Donc d'usage après Data Slate et rééquilibrage des points, il est quand même plus low cost. Du coup, c'est aussi pour ça qu'on a envie de le regarder. Donc il est très cool. Moi je pense qu'il était déjà méta au précédent WTC. Je pense qu'il sera nouveau méta. Ensuite, on va parler du Culexus. Le Culexus, il va avoir comme principal avantage le fait de pouvoir déjà ne pas aimer les sorciers. Parce que c'est surtout ça son avantage. Il peut arriver à 3 pouces avec la frappe en profondeur de toute unité ennemie. Il est agent solitaire, discrétion. Il va avoir un insensible à la douleur à 2+ contre tout ce qui va être psy. Et en plus de ça, une fois par partie, à n'importe quelle phase de co, il peut tout simplement demander à toutes les unités à 9 pouces de lui de faire un test d'ébranlement à -1. Et -2 si ce sont des psys. Ouais. Bon bah moi c'est mon petit préféré, d'une part parce que ça fait extrêmement plaisir de pouvoir pisser sur des psycheurs. Lui quand même, il est quand même là pour ça. Il a gagné une nouvelle aptitude qui est la frappe en profondeur à 3 pouces. Et ça, quand vous êtes lone opérative, donc agent solitaire, c'est extrêmement fort. Admettons, votre Culexus, vous le mettez en frappe en profondeur parce qu'il n'a aucune raison d'être sur table tout de suite, vous le gardez pour plus tard, parce que c'est le genre d'unité qui est quand même très résistante contre le psy, mais sinon c'est 4 PV, 1 vue à 4, donc ça peut vraiment partir très vite si vous l'utilisez mal. En frappe en profondeur. Et vous n'avez pas besoin d'engager de ressources au centre, vous restez en château complètement chez vous, et votre adversaire va devoir se déplacer, alors que vous n'avez rien sur les objectifs, sans quoi vous allez faire une frappe en profondeur rapid ingress, à 3 pouces, et vous mettre sur un objectif et dire « Ah, 5 de primaire ». Ça, c'est infernal, parce que quand on ne peut faire ça qu'avec des frappes en profondeur à 9 et agent solitaire, ça oblige l'adversaire à venir screen votre objectif et en vous empêcher de vous poser à 9. Mais là, il faut vraiment que le mec vienne avaler complètement l'objectif. Donc il a engagé des ressources au milieu, alors vous n'avez pas engagé. Bon bah... 1-0. Et en fait, il dit ça parce que la plupart des gens mettent un doigt de pied sur l'objectif, mais de leur côté de la table, et donc pas au centre de l'objectif. Or, on le sait, quand on joue des Inceptors ou quoi, en fait, il faut mettre un socle, en général de 40 mm, sur le centre de l'objectif pour être sûr que des Inceptors ou des FEP à 3, typiquement les GK, ne puissent pas vous le voler. Oui, et puis il y a beaucoup de jeux et de stratégies de jeu qui consistent à identifier qui va engager en premier des ressources, parce que les engager, c'est les engager à perte. Là, lui, il permet d'être systématiquement le deuxième à engager des ressources. Et ça a beaucoup de valeur. Et on termine, alors je sais que c'est pas le chouchou des compétiteurs, mais moi c'est mon petit chouchou déjà parce que la figurine de Warhammer Plus, elle est insane. Elle est très belle. Là, il est moins cher, les autres sont à 125, lui est à 110. Oui. Comparativement à ce que tu disais, c'est sur le Culexus. En tout cas, là, c'est l'apparition d'une nouvelle règle et je suis content. Je comprends pas pourquoi elle n'est pas arrivée il y a 1 an, cette putain de règle. Oui. C'est entre les deux yeux. En gros, à chaque tir de cette unité, donc je rappelle qu'au pistolet, il a 3 tirs et sinon, avec son fusil, il a 1 tir de force 8, -3, D3 + 3. Il ignore agent solitaire. Vous avez bien entendu, si vous nous écoutiez mais que vous ne regardiez pas, regardez-nous, il ignore agent solitaire. Je trouve que la règle d'agent solitaire, elle est géniale, mais il fallait des contres à ça. Oui. Et là, enfin, il a fallu 1 an, et malheureusement que pour l'Imperium, pour avoir ça. Pour moi, tous les gros snipers du jeu, ils devraient tous avoir cette règle. Bah oui. Oui. Donc c'est vraiment très fort d'avoir quelque chose comme ça qui va pouvoir dire aux Eldar avec leurs autarques, à l'Imperium avec ses assassins, en contre d'assassins, à tous ceux qui utilisent la règle lone opérative et qui en abusent, bah les vieux gars, c'est fini. Je vais être à 48 et je vais te déglingue. Parce qu'en plus de ça, souvent ce qui est lone opérative est fragile. Donc là, des 3 + 3, c'est bon. Et en plus de ça, ça jumelle son aptitude avec une aptitude 1 fois par partie qui va ignorer la save. Alors avant on ignorait la save, maintenant on fait des devastating wounds, des blessures dévastatrices, ce qui va quand même proc les insensibles à la douleur qui sont déclenchés en faveur des blessures mortelles. Donc ça c'est un tout petit nerf.
mais on gagne un plus un bless aussi, comme ça on est sûr quand on décide de vraiment pulvériser l'adversaire, il n'y aura pas de save et plus un bless. Voilà, force 8, plus un bless. Bon, si vous avez un CP pour relancer, normalement il est cuit. Voilà. Yes. Moi, ce que j'aime aussi, excuse-moi, on l'a pas dit, il a lourd sur son fusil. Comme il touche à 2, ça lui permet aussi d'aller sniper ce qui a discrétion, toujours sur du 2. Et je trouve que quand tu mets 100 points, enfin 110 points dans une figurine, en l'occurrence là, t'as envie qu'il fasse mouche. Et ça, c'est propre. Et là, historiquement, ça n'a jamais été très très fort parce que à haut niveau, ça devient juste une contrainte plus qu'une source réelle d'attrition. Tout simplement, on cache nos personnages, quoi. Voilà. Là, je trouve que ça devient un sujet vraiment intéressant parce que sa source d'attrition baseline est quand même franchement ok. S'il n'y a pas de personnage à tuer, on va tirer dans autre chose, hein. On va fumer une infanterie en armure lourde ou des choses comme ça. Et puis, on a dit qu'allait se développer un peu partout, notamment en solo, des Culexus qui se baladent cul nu dans la pampa avec des auras à 12 pour dire ah non, toi tu joues plus avec tes stratagèmes. Voilà. Et moi oui. Bon là la Culexus cul nu, un tour. Voilà. Sinon, c'est derrière les murs, loin. Bon voilà, pour conclure, ces assassins, c'est quand même vachement chouette, parce qu'on a 4 assassins qui ont des gameplays proposés très différents, un game design assez riche. On n'a pas tout revu par rapport à ce qui a été proposé en index, et c'est tant mieux, parce qu'il n'y a pas de raison de perdre nos repères. Ils ont trouvé un bel équilibre avec ce Vindicaire qui pourrait revenir, cette Culexus qui a une FEPA 3, donc... En fait, ils ont vraiment insisté sur le rôle tactique de ces assassins. Et moi, c'est vraiment là-dessus que je les voyais. La Calidus avec son FEP et qui revient et qui repart et son aura, le Culexus FEPA 3, le Vindicaire qui ignore le NOP, l'Eversor qui va te sniper un perso au corps à corps. Vraiment, c'est hyper cool, quoi. Ouais, je suis ça donne vraiment envie d'en jouer. Peut-être 2. On enchaîne les amis ensuite avec l'Ordo Hereticus, les sœurs de bataille. D'ailleurs, on va découvrir ensemble l'escouade de sœurs de bataille. Elle est à 110 points, c'est exactement la même que celle du codex. Vous allez donc avoir plein de petites armes spé et ainsi de suite. On va surtout regarder le fait qu'elle va avoir un défenseur de la foi, puisqu'elle va être ce qu'on appelle sticky objectif. Si vous avez l'objectif à votre phase de commandement, vous en gardez le contrôle. C'est donc une source d'alliés, puisqu'elle est réquisitionnée. Vous avez le droit d'avoir unité, je rappelle, réquisitionnée, donc ça sera soit elle, soit 5 Terminator Chevalier Gris, mais c'est une source d'objectif sticky. Oui. Quand vous avez dans votre codex pas du tout cette ressource d'objectif sticky, ça peut être intéressant d'aller chercher ça, parce que vous avez envie de push et vous avez pas envie de vous avez envie de laisser votre backline, donc votre front arrière un peu tranquille. C'est important. Alors en Space Marine on a ce qu'il faut, puisque pour moins cher on a 5 intercessors, mais peut-être que un garde impérial, un IK. Moi je le vois surtout en IK, où en fait en gros si tu veux, tu préférais jouer des suites qui étaient moins chères. Tu vois, je vais m'interroger à ok, est-ce qu'il faut pas mieux mettre un pack de Sista, et comme ça à partir du T3 même tes Sista se barrent et tu peux avoir des concepts très très agressifs. Oui, un IK effectivement, ou alors on peut imaginer beaucoup de choses. L'Astra Militarum on a dit, ou un Custodes qui a envie de justement avoir une backline qui est tenue par très peu et qui, si elle se fait tirer sans ligne de vue, va pas perdre son contrôle et pouvoir envoyer tous ses gardes au front. On a fait le tour de toutes les unités, il nous reste à voir les différents transports. On voit ici qu'on peut avoir un Immolator sort de bataille, une chimère inquisitoriale et un Rhino impérial. Globalement, on va pas trop s'arrêter sur le Rhino parce qu'une grosse partie des armées peuvent en avoir. Oui, tout le monde. Enfin, j'étais en train de réfléchir, est-ce que les custos peuvent en avoir? Mais oui, maintenant avec les Psychana. Et finalement, le châssis de la chimère par rapport au ratio coût-endurance, c'est le même pour ceux qui aimeraient bien ces petits chaussons. Là où on va s'arrêter, et c'est intéressant, c'est plutôt les immolators qui aujourd'hui sont quand même forts. Ouais. On est à 115 points dans le bouquin, et c'est ce qui valent aujourd'hui. Et derrière, je rappelle, c'est très bizarre de la manière dont c'est écrit, ça nécessitera peut-être une clarification de la part de Game Shop, parce que même nous, quand on a réfléchi en essayant un petit peu justement de faire la combo le plus pété, on s'interrogeait sur ok, est-ce que tu as réellement le droit? Aujourd'hui, vous êtes limité à recruter une unité réquisitionnée. Donc un pack de 10 sœurs de bataille à 110 points. Derrière, il n'y a pas de limite sur les transports assignés. Par contre, un transport assigné doit commencer la partie avec une unité embarquée dedans. Mais rien ne vous empêche d'en prendre plusieurs à partir du moment où une unité pourra embarquer dedans. Vous êtes certes limité donc à une unité réquisitionnée de 10 sœurs de bataille qui au moment de la phase de formation va rentrer dans un premier immolator. Les 5 autres vont rentrer dans un deuxième immolator. Ça fait que si jamais vous voulez jouer en allié un pack de 10 Sista et 2 immolators, aujourd'hui on est d'accord qu'on peut le faire. Pour moi, on peut le faire, et c'est probablement un peu fort. Ça fera certainement l'objet
encore actif Game Workshop, parce que les Immolators, ça vaut 115 points, c'est en du 10 vu à 6 au C2. C'est déjà très fort, ça a des Melta Twin Linked, donc très fiable, ça donne linear cover. Donc ça fait partie des châssis les plus efficaces du jeu, qui permettent des engagements de jeu très forts. Si en plus ça, vous les farcissez à des unités qui ont OC2 Sticky Obj, bah, tout le monde a envie d'initier ses parties avec ça. Hop, vas-y, T1, je mets mon Immolator, qu'est-ce que tu fais? Tu le tues, c'est pas clair, parce qu'un vu à 6, machin. Ah bon, ben, mes 6 stats tombent dessus, c'est OC2, je le garde, c'est Sticky Obj, je me casse. Bon, tout le monde va faire ça. Donc une fois que Game Workshop aura vu son premier GT où ce genre d'alliance sera omniprésente, il y aura encore. En tout cas, une unité de 16 stars déjà dans un Immolator, c'est sympa parce que ça vous permet d'en avoir 5 en backline, donc toujours en sticky objectif sur l'objectif chez vous, d'aller agresser, faire des actions, puisque je rappelle que sur 16 stars, vous allez avoir pléthore d'armes spé, au moins 2 lourds, au moins 2 qui peuvent faire quand même beaucoup de dégâts, et donc bah, vous les mettez en général dans l'Immolator puisque c'est ça qui va aller au charbon. Bref, honnêtement, ça vaut le coup, je trouve que c'est très sympa. Oui, oui. Bon, après, voilà, la diversité que propose ce codex en disant vous êtes dans l'Imperium, jusqu'à présent vous avez empêché de faire vos alliances parce que sinon ça nous obligeait à réfléchir à des synergies trop pétées, mais quand même c'est un peu dommage que vous puissiez pas faire des alliances parce que c'est quand même le sens de l'Empire, donc on vous repermet d'en faire quelques-unes, et pas de n'importe quel empire, et pas n'importe quel empire, celui de l'Empire galactique. Donc on vous repermet de le faire, c'est bien. Il faut éviter que les gros tryharders viennent casser le truc, dont je fais partie. Donc il faudra corriger ça. Yes, en tout cas pour conclure, moi encore une fois je trouve que vous l'avez vu, c'est un super boulot. On a été un petit peu moqueur quand on parlait des petites suites inquisitoriales avec des unités qui datent de Rogue Trader, mais en tout cas moi je peux vous dire qu'à la lecture j'ai pris énormément de plaisir, vraiment j'ai trouvé ça trop cool et ça m'a fait du bien parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai du mal à raccrocher avec la passion et le travail, tu vois ce que je veux dire, et là pour le coup cet ouvrage m'a rallié un petit peu à Game Workshop et à ce genre on va dire de sortie du mois d'août. C'est très cool en termes sur ce qu'ils ont fait sur tous les assassins de l'Imperium. On est fiers de faire partie de l'Imperium et d'avoir ces petits outils. On a envie de les acheter des 4, de les peindre et à chaque game d'en changer, de se faire plaisir. Et même le bouquin il est chouette. Vous avez des visuels de ouf. À chaque fois que votre assassin il va faire une action, vous allez vous remémorer de ce que vous aurez lu ou de ce que vous aurez vu comme art. Et j'ai trouvé ça trop cool. Non, c'est vachement bien. C'est un peu le gourmand croquant de l'été. Là, on a une petite fraîcheur qui vient. Il y a un petit côté, j'achète mon Cosmo avant de prendre le train, quoi, tu vois. Je te jure que c'est ça. Mais oui, mais j'achète mon Cosmopolitan. Là, on achète celui-là, on lit, on kiffe. Ouais. Et voilà. Non, c'était cool. Yes, et bien écoute, un grand merci à toi, mon petit père Castor. Faut savoir qu'au moment où on tourne cette vidéo, on a fini ou on est en plein milieu du WTC. Là, on le tourne alors qu'il part dans 2 jours. Oui. Donc, autant vous dire que la pression est à son maximum. Donc, un grand merci à toi pour ton temps. C'était important d'avoir un vrai expert pour parler des agents de l'Imperium, aussi bien sur la table que dans la tête, ça c'est important. Donc on espère clairement que vous aurez aimé cette vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez les amis supporter French Horror Game Studio, n'hésitez pas à faire un tour sur le Tipeee, le lien sera dans la description. Et aujourd'hui, au moment où sort cette vidéo, vous avez déjà 7 Battle Tom Review, pas sur 40K mais sur Age of Sigmar. Donc n'hésitez plus et nous on vous dit à plus les Wargamers.